Un duo qui ne mâche pas les mots et qui ne recrachera certainement pas la nouvelle telle quelle. Brick Villemur. Selon l'Institut national de la santé publique du Québec, Karima, Rouyn-Noranda, en Abitibi, pourrait perdre 10 % de sa population si la fonderie Horn venait à fermer. En fait, on a procédé comment? On a comparé le sort de plusieurs villes à travers le monde qui ont vu disparaître leurs activités minières, puis c'est la conclusion à laquelle on arrive à l'INSPQ. Les risques ne sont pas juste des pertes d'emploi, là, on parle même de la possibilité de voir la criminalité augmenter si la fonderie Horn venait à s'en aller. On parle d'une perte culturelle et identitaire. Tu sais, les villes minières, c'est des villes qui reposent souvent sur une mythologie de la mine et de génération en génération, on se transmet ça. On va en parler avec la chroniqueuse au Journal de Montréal, Émilie Lessard-Terrien, anciennement députée de Québec solidaire, résidente du Témiscamingue et assez critique aux dernières nouvelles de tout ce qui entoure la fonderie Horn. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci de m'accueillir. Ben, bienvenue. Ça a-tu changé, là? Est-ce que tu es toujours aussi critique de la fonderie Horn? Juste pour qu'on mette la table. Bien sûr que je suis toujours aussi critique. On a vécu des épisodes dans les dernières semaines qui ont exacerbé, en fait, cette critique parce que débarquer à Rouyn-Noranda puis sentir nos poumons qui brûlent, là, je vous le dis, il y a vraiment rien de le fun là-dedans. Puis même le soir de la Saint-Jean-Baptiste, là, les gens se sont fait littéralement poivrer. Les indices de qualité de l'air, là, ils topaient la mauvaise qualité de l'air. C'est extrêmement frustrant pour une population de pas pouvoir profiter de son été parce que l'air dehors est irrespirable. Donc oui, je resterai critique. OK. Donc, vous restez toujours critique, mais parlons de cette étude de l'INSPQ, de l'Institut national de santé publique du Québec. On a regardé aussi dans d'autres villes, des communautés, là, justement, minières sur une période de 20 ans. Et on nous dit que ces villes-là, post-minières, avaient perdu entre 5 et 10 % de leurs habitants, puis qu'il y a quand même beaucoup de conséquences aussi, même Rémi l'a mentionné, sur la consommation de drogue, sur la criminalité. Est-ce que ça reste quand même une grosse inquiétude là, quand vous voyez des chiffres comme ça? Ben, c'est sûr que ça frappe l'imaginaire. Maintenant, quand on regarde l'étude sur les 13, dans le fond, études qui ont été compilées pour arriver à ce résultat-là, on est vraiment dans des contextes de milieux très ruraux, très éloignés. Le 8 études sur 13, ça se passait dans des milieux éloignés, des milieux ruraux. C'est quand même pas le cas de Rouyn-Noranda. Il y a une diversification économique qui est là quand même. Il y a l'université, il y a un pôle d'Hydro-Québec qui est important, le réseau de la santé, évidemment. C'est une ville qui, tu sais, je pourrais vous donner l'exemple à Témiscamingue Sud, là, ici, là, juste à 1 heure de route de chez moi. Là, on est vraiment dans un contexte très mono-industriel. Tout le monde que tu croises au restaurant ou sur la rue, à peu près, travaille au complexe de Rayonier, anciennement Tembec, alors qu'à Rouyn-Noranda, c'est à peu près 1-2 % de la population qui travaille à la fonderie Horn. Donc, on est dans un contexte quand même beaucoup plus diversifié. Maintenant, ça, c'est dans un scénario où la fermeture de la fonderie Horn arriverait. Puis, à l'heure actuelle, la seule qui parle de fermer en ce moment, c'est la fonderie elle-même. Puis, un des indicateurs qu'on a que cette fermeture-là pourrait finir par arriver, c'est notamment le déficit d'entretien de ces infrastructures. Quand on passe devant la fonderie, on est devant une usine qui est de plus en plus là, délétère, là, qui se laisse aller. Puis n'importe quel entrepreneur au Québec qui a à cœur sa business va continuer d'investir dedans pour moderniser les infrastructures. C'est pas le cas à la fonderie. Juste l'usine, le plan là, pour traiter l'acide sulfurique, là, quand ils l'ont fait, il y a 40 ans, ben cette usine-là devait toffer à peu près 25-30 ans, puis il n'y a pas eu de modernisation qui s'est faite dans les dernières années. Donc, je pense que si on parle de la fermeture, c'est pour se préparer, puis c'est ça la conclusion aussi de la directrice de santé publique en Abitibi-Témiscamingue. Ben le constat qu'il faut faire, c'est qu'il faut se préparer pour être prêt, mais si la fermeture survient, ça va être parce que l'entreprise va avoir refusé de moderniser ses installations et n'ira pas, ne souhaite pas poursuivre ses activités. Ça ne sera pas à cause des contraintes environnementales. Mais tu nous dis ça, là, puis je veux bien te croire. De toute façon, moi, je ne vais pas me prononcer sur cette question. J'habite pas à Rouen. Je suis jamais allé à Rouen. Il y a des auditeurs qui nous disent, par exemple, par contre, je me dois de les lire, que eux autres, leurs poumons brûlent pas. Là. Ils disent, ça fait 40 ans que je vis ici. Quand j'arrive à Rouen, comme je vis tous les jours, c'est pas vrai que les poumons nous brûlent. Mais en même temps, je n'ai pas envie de te traiter de menteuse non plus, Émilie. Est-ce que ça s'est amélioré un peu?
Il y a eu ça a fait les manchettes là, pendant des années, cette affaire-là. Est-ce que ça s'est amélioré un peu au moins? Ben, c'est sûr que les diminutions d'arsenic ont diminué dans le temps. Tu sais, la moyenne annuelle, elle s'est améliorée. Tant mieux. Sauf qu'on est encore pris avec des situations où il y a des pics d'émanation de polluants toxiques. Puis, tu sais, ça va au-delà des statistiques, là, les impacts. On le sait que la surexposition comme ça aux contaminants a des enjeux sur la santé. Ça a été très bien documenté. Puis, ces statistiques-là prennent des visages à Rouyn-Noranda. Ce printemps dernier, moi, j'ai une très bonne connaissance qui est décédée d'un cancer fulgurant. Ça a pris 2 mois entre son diagnostic et son décès. D'autres amis qui ont eu des bébés, un entre autres, qui ont dû accoucher prématurément, qui ont dû provoquer l'accouchement 1 mois d'avance parce qu'il y avait un retard de grossesse intra-utérin. Et ça, c'est précisément les conséquences d'une surexposition. Est-ce qu'on va toujours pouvoir lier directement le fait que ces gens-là vivent dans la cour de la Fonderie Horn? Probablement pas. Sauf que c'est des données qui s'accumulent, puis c'est pas juste des données papier, c'est des données qui sont très réelles. Et la question se pose toujours, est-ce que si ces jeunes parents-là avaient vécu ailleurs que Rouyn-Noranda, ben, le bébé aurait pu aller à terme la grossesse aurait pu aller à terme? Est-ce que cet ami-là qui est décédé à 56 ans avec aucun antécédent de cancer ou aucun antécédent de problème dans sa famille immédiate, est-ce qu'elle serait décédée si elle n'avait pas habité à Rouyn? Ces questions-là demeurent toujours et on est condamné à le régler, ce problème-là, parce que ce doute-là, il est vraiment difficile à vivre avec. Au même titre que le doute de la fermeture de la fonderie, il est extrêmement difficile à vivre pour les travailleurs. Il faudrait avoir un petit peu d'espoir dans les deux cas. Puis cet espoir-là, c'est juste de dire, ben, on va s'engager à respecter la norme. On va arrêter d'essayer de gagner du temps puis essayer de gratouiller pour avoir des permissions spéciales puis se dire, ça n'a pas de bon sens en 2026 qu'il y ait une population comme ça aussi nombreuse qui soit surexposée à des polluants, qui a des impacts sur la santé, qui diminue l'espérance de vie. Ça, c'est documenté. Puis on va travailler à faire en sorte que ce vivre ensemble-là, il se passe mieux parce que là, des deux côtés, c'est toujours difficile à Rouyn-Noranda. On est vraiment condamné à le régler, ce problème. Bien, justement, parlons-en de ça, Émilise Lessard-Terrien. Maintenant, on en est où? Parce qu'on a entendu cette contestation, effectivement, la question des polluants. De l'autre côté, on nous dit que la fonderie, ça fait partie quand même des 10 employeurs les plus importants de la région. Il y a la question des valeurs aussi des maisons qui sont en jeu, tout ça. Donc, tu sais, c'est quand même complexe. Là, vous en êtes où, justement, avec la fonderie Horn? Ben, elle a eu son délai supplémentaire pour atteindre, dans le fond, le 15 nanogrammes, qui est encore 5 fois, je veux dire, la norme québécoise, dans 7 ans. Donc, la fonderie a eu son délai, dans le fond, qu'elle demandait de la part du gouvernement du Québec. Maintenant, on n'a aucune garantie que dans 7 ans, ben, il n'y aura pas encore des discussions, que la modernisation, dans le fond, va se faire bel et bien. Il aurait fallu qu'il y ait un montant qui soit pris en garantie, ou en tout cas qu'il y ait une mesure un petit peu plus bâton, si on veut, pour s'assurer que la fonderie va bel et bien moderniser ses infrastructures, parce que elle se targue d'avoir fait beaucoup d'améliorations dans les dernières années, mais entre vous et moi, là, quand on consulte le site de Glencore, ces améliorations-là, c'est quoi? C'est des stations de lavage pour les roues de camions. C'est paver les rues, les voies là, sur son site. C'est d'installer des dômes par-dessus les tas de résidus miniers, comme il y a du monde qui vont entreposer leurs roulottes pour pas qu'il y ait de la neige sur leur toit. C'est pas de la grosse technologie, là. Donc, c'est légitime que les gens soient en colère en ce moment parce que on sent pas que les investissements sont à la hauteur des problèmes qui sont rencontrés par la population. Donc, on espère, en fait, qu'ils vont nous arriver avec un vrai plan. À un moment donné, il y a eu le plan Aeris, là, pour moderniser la coulée des anodes qui devait capter mieux les poussières, puis ils ont laissé tomber ce plan-là. Ça avait donné beaucoup d'espoir aux gens, mais finalement, ils l'ont laissé tomber pour une question de rentabilité. Puis la chose qu'ils pourraient faire aussi, c'est d'avoir des intrants qui sont moins contaminés à l'arsenic. Parce que plus ce qui rentre est contaminé, plus ce qui va sortir va être contaminé aussi. Sauf que ça, c'est plus payant pour eux autres de transformer cette cochonnerie-là qui vient de l'autre bout du monde, qui est très intoxique. Hey, je veux t'entendre, Émilise Lessard-Terrien, sur QS, parce que là, on s'en va en élection. C'est quoi ton examen de leur été, mettons, de leur performance cet été?
C'est quand même une bonne question parce que moi, j'ai passé beaucoup l'été dans mon jardin à faire beaucoup de récoltes. Fait que je trouve en fait que la campagne, à l'heure actuelle, en Abitibi-Témiscamingue, nous, il n'y a pas des candidats partout. Les libéraux n'ont pas rien annoncé encore. Fait que c'est assez mollo. Je vous dirais qu'on ressent pas tellement la campagne électorale. Il faut vraiment être très à l'affût des nouvelles et d'être scotché sur la radio. Mais pour l'instant, on ressent pas tellement la campagne électorale, là, je vous dirais. Puis ça va être, c'est ça, votre enjeu du côté de Rouyn-Noranda, là, vous surveillez quoi? C'est quelque chose en lien avec la fonderie? Ça va être quoi les enjeux principaux dans votre secteur? La fonderie reste un enjeu, mais je pense qu'il peut être quand même marginal au regard aussi de tous les défis qu'on a. Parler du fly-in, fly-out, comment on fait pour que les régions dites ressources, là, elles soient capables d'avoir des travailleurs qui viennent s'installer chez eux. Ça, c'est un réel fléau pour toutes les régions éloignées. Vous n'avez pas idée l'impact que ça a sur le logement, l'impact que ça a aussi sur la masse salariale qui quitte les régions. Les gens viennent faire leur paye ici, mais ils vont la dépenser ailleurs. Ça, c'est un réel enjeu pour les régions plus éloignées du Québec. Donc, j'espère qu'on va nous donner des outils, en fait, pour que ça n'arrive plus. Et le principal enjeu, ça va toujours être la décentralisation. Parce que à partir du moment où on n'a plus le pouvoir entre nos mains, qu'on n'est plus capable de décider par nous-mêmes ici en Abitibi-Témiscamingue, on est condamné à être à la merci de décisions qui sont prises à 800 km de chez nous et qui font pas de sens avec notre réalité. Que ce soit avec le mastodonte qui est devenu Santé Québec, que ce soit même au niveau de l'éducation, que ce soit dans tous les ministères qui sont de plus centralisés, on perd des directions régionales. Donc, on perd beaucoup de pouvoir, en fait, sur notre action, sur notre développement. Puis ça, c'est un réel enjeu. Puis à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de partis qui ont une vraie solution à proposer pour ramener du pouvoir entre les mains des régions. Puis on peut comprendre, là, c'est attirant là, de garder tout le pouvoir pour soi puis de pouvoir décider pour tout le monde, mais c'est pas ça qui va être vivable à long terme. Puis en plus, c'est tellement un gaspillage d'énergie. Quand est-ce que tu annonces ta candidature, là? Caroline, on a envie de voter pour toi, là? Ben là, tu sais, on en mange la politique quand même, mais j'ai aussi goûté le bonheur d'être une maman pas députée, ce qui n'était pas arrivé. Ça, c'est quand même bien d'être proche de sa famille, mais je vais continuer de mettre mon grain de sel comme ça et j'ai la chance de pouvoir le faire à travers les pages du Journal de Montréal, fait que ça, je suis très satisfaite. Et d'avoir un jardin en plus, on a vu ça. Ouais, d'avoir un immense jardin pour nourrir mes voisins, voisines et ma communauté. Merci, Émilie Decentrien. Bonne fin de semaine. Ça me fait grand plaisir. À bientôt. Bye.